m'appelle Nicolas Rouillère, je suis ingénieur avant-vente chez Neo4j depuis 4 ans et je vais vous parler d'IA générative et de graphes pour créer une intelligence artificielle de confiance avec une démonstration autour des APOC, Awesome Procedures and Cipher, et des LLM comme OpenAI. C'est parti. Alors, l'IA générative, quelques définitions, on va passer rapidement. La proposition de valeur Neo4j en 3 points et une démonstration. L'IA générative, elle se caractérise par une spécificité qui est qu'elle génère un contenu nouveau et original. Ce n'est pas une intelligence artificielle qui est conçue pour des tâches spécifiques avec des données préexistantes. Elle vise vraiment à générer des nouveaux contenus en s'étant entraînée sur des bases de connaissances énormes. Et ChatGPT est un exemple bien connu d'IA générative, et souvent pour prédire des séquences de mots à partir d'une séquence de mots donnée au préalable, ce qui donne des comportements émergents comme pouvoir traduire dans différentes langues ou écrire un poème en 4 vers sur Neo4j, comme ci-dessous. Les LLM sont tellement tendance aujourd'hui parce qu'ils permettent d'économiser du temps et de l'argent, d'améliorer la croissance et la fidélisation de la clientèle. Alors, au travers de l'automatisation de tâches de recherche de données, d'amélioration de services à la clientèle comme avec les chatbots, d'accélérer la lecture, la compréhension et la synthèse, synthétiser un texte, résumer en 300 mots un texte de 1000 mots, c'est très facile. Et puis générer du contenu et du code, et notamment du code Cypher. Les LLM savent très bien parler Cypher. Quelques défis des LLM dans l'entreprise. Le premier, c'est la limite des connaissances. Ça prend longtemps l'apprentissage, de moins en moins longtemps, mais par exemple, pour GPT 3.5, l'apprentissage s'arrêtait sur des connaissances en 2021. Donc ça, c'est gênant. Les réponses sont raisonnables, statistiquement raisonnables, pas toujours exactes. Ça peut hériter de biais à travers les données d'entraînement, et notamment tout Internet, hein, toutes les bases de données libres qui ont été utilisées par OpenAI. Il y a un manque de connaissance du domaine de l'entreprise, en tout cas pour les modèles entraînés sur des données publiques, et puis une vérification souvent impossible des sources. Donc, en résumé, une très bonne compréhension ou une manipulation, utilisation de la langue, mais un moins en exactitude et en cohérence des faits. Ce qui produit des hallucinations, et notamment le fait que les hallucinations, ça peut se comprendre de la façon suivante. Je change légèrement le contexte des questions que je pose à l'intelligence artificielle générative et j'obtiens des réponses diamétralement opposées. Comment obtenir une cohérence, une exactitude des informations quand on utilise l'intelligence artificielle générative? Donc, finalement, on va se poser la question, je suis dans un domaine où les connaissances explosent, les connaissances du monde entier ou même les connaissances tout simplement de façon un peu plus réduite dans mon entreprise, je voudrais pouvoir les parcourir selon leurs liens. Et les LLM peuvent me permettre de le faire, mais ils peuvent employer des chemins qui sont faux, qui aboutissent à des résultats erronés. Donc, comment confirmer le bon parcours qu'il faut faire dans les informations et comment s'assurer aussi que les utilisateurs ont le droit, de façon sécurisée, d'aller d'un point à un autre du système d'information. On va retenir 3 idées. Premièrement, l'IA générative est adaptée à votre organisation grâce à un graphe de connaissances Neo4j. C'est ce qu'on appelle la technique de grounding, rectifier les réponses des LLM à l'aide d'un graphe de connaissances qui plus est sécurisé avec des droits en traversée sur les données. La deuxième idée, c'est qu'il n'a jamais été aussi simple de démarrer un graphe de connaissances avec les LLM, notamment pour extraire des entités et des relations. Avant, c'était compliqué avec des pipelines de traitement automatique des langues, pas toujours compatibles avec toutes les langues d'ailleurs, surtout l'anglais, mais beaucoup moins les autres langues. Et puis la troisième idée, c'est qu'il y a des partenariats poussés avec les fournisseurs de cloud pour l'IA générative, donc AWS Bedrock, Vertex AI pour GCP, et bien sûr OpenAI pour Azure. Où se situe Neo4j finalement dans cet écosystème? Donc Neo4j, c'est une base de graphes qui stocke les données sous forme de nœuds de relations et de propriétés sur les nœuds et les relations. Elle va être augmentée par des plugins, notamment la Graph Data Science, qui contient une grosse bibliothèque d'algorithmes de graphes, mais aussi des modèles de machine learning orientés graphes. Donc on crée de la nouvelle connaissance à partir d'un graphe de connaissances. Donc dans l'écosystème, on peut dire que Neo4j est à la fois source et destination des LLM.
destination parce que les sources de données structurées ou non structurées vont pouvoir être alimentées via les LLM qui les lisent dans un graphe de connaissances. Ce graphe de connaissances est augmenté par la graph data science et cette connaissance plus cette connaissance augmentée va pouvoir être visualisée et parcourue de façon intuitive avec un outil de visualisation qui s'appelle Bloom. Le graphe de connaissances aussi comme source pour rectifier les LLM, puisque les LLM et les ordonnanceurs de LLM comme notamment LangChain ou la main index vont pouvoir se baser sur le graphe de connaissances pour rectifier les réponses des LLM ou enrichir le prompt. Et tout ça, ça donne un tas d'applications, notamment des Factbots, des Doctor AI, qui est un chatbot basé sur des données de patient journey, donc de parcours de soins, etc., etc. Donc en résumé, et pour l'idée principale qui nous intéresse, donc le grounding, les graphes de connaissances vont permettre la chose suivante. Au lieu que la question de l'utilisateur soit servie directement au LLM, à l'intelligence artificielle générative, on va mettre un agent au milieu qui va prendre la question, en faire éventuellement un embedding, comparer cet embedding dans le graphe avec des données qui sont contextuelles. Donc, on va avoir un contexte autour d'une donnée, autour de la question, qui va enrichir le prompt. Donc, je vais avoir la question plus le contexte, et ça va me donner, quand je le passe au LLM, des réponses de meilleure qualité. Un exemple, c'est le chatbot sur le site Graph Academy, qui répond à 99% de la bonne façon à n'importe quelle question sur Neo4j en envoyant de la doc pertinente pour la question, augmentée avec des exemples de code et bien sûr le lien vers la documentation. Et passons tout de suite à la démo avec les APOC ML, donc APOC pour l'intelligence artificielle générative. Alors, dans cette démonstration, nous allons utiliser le jeu de données bien connu d'Hollywood avec des films et des acteurs. Nous allons voir le modèle de données tout de suite. Et ce modèle de données, comme vous le voyez, donc, il est centré autour des films. Et ces films vont avoir des personnes qui interagissent avec. Et ces personnes peuvent être des réalisateurs ou des acteurs qui ont joué dans ces films. Ces films sont classés dans des genres et des utilisateurs notent ces films avec des notes entre 0 et 5. Voilà. Et donc, ce jeu de données a été enrichi avec d'autres choses, notamment des vecteurs. On peut le voir ici au niveau de la base de données. Quand on prend un film, on voit qu'on a un embedding qui est un vecteur qui résume le texte, notamment du titre, et puis voilà, le résumé du film. Et puis on a aussi un image embedding qui va correspondre cette fois à un vecteur qui capture l'image de la jaquette du film. Voilà. Donc on va revenir à à nos APOC et on va effectuer une première requête qui va consister à trouver des films en fonction d'une question. Donc si je cherche un film qui contient une maison hantée et des fantômes, donc ça c'est ma question, et je vais en faire à la volée un embedding en utilisant APOCML OpenAI Embedding. Cet embedding, je vais pouvoir le comparer avec une fonction de similarité qui est issue de la graph data science. Donc GDS Similarity Cosine. On va comparer quoi? Deux vecteurs ensemble. Le vecteur de ma question et le vecteur du texte qui résume le scénario du film. Voilà. Et donc, on fait de la similarité à partir de vecteurs. Et ça va nous donner des films. Et donc, on va ramener le titre, l'année et le synopsis du film. Voilà. Là, on est bien effectivement sur des maisons hantées.
Alors maintenant, je voudrais rajouter un peu plus de contexte. Et je vais définir une fonction Cypher. On peut définir en langage Cypher des fonctions custom, des fonctions spécialisées. On va l'appeler movie context et on va rajouter le contexte autour du film. Et ce contexte, on va aller le capturer dans le graphe. Donc à partir d'un film, je vais aller chercher le genre, les acteurs, le réalisateur. Et tout ça, je vais le mettre dans une chaîne de caractères qui collecte tout ça. Petite démonstration, donc effectivement, donc alors, je, je vais rejouer ma custom function, elle a été rajoutée, et donc maintenant, si je la teste, je vois qu'elle est dans ma liste, ici, movie.context, avec sa définition en dessous. Donc, je vais pouvoir la tester cette fois, et je vais ramener pour un film en question, ça va être 8 années et demie, eh bien, j'ai les acteurs, le réalisateur, les genres, et puis aussi le synopsis. Donc cette fois, je vais pouvoir aller un peu plus loin en utilisant notamment le contexte. Donc cette fois, je vais définir une question qui va être légèrement différente. Il s'agit d'avoir des films dans le style de Charlie et la chocolaterie. Donc ça, c'est un paramètre. Je vais utiliser ce paramètre et je vais répondre à la question en utilisant donc toujours AppOCaml OpenAI Embedding. Donc je fais un embedding, un vecteur de ma question. Je vais chercher les films qui sont les plus proches. Et ensuite, cette fois, les 5 films qui sont les plus proches, je vais rajouter leur contexte. Et à ce moment-là, je rappelle OpenAI, mais cette fois avec la fonction de chat. Cette fois, je suis un expert en film. Je dois répondre à la question suivante trouve-moi un film proche de Charlie et la chocolaterie. Mais je lui indique, tu dois utiliser, donc là on fait vraiment du Retrieval Augmented Generation, du RAG, on va utiliser le graphe de connaissances pour forcer l'intelligence artificielle générative à répondre en cherchant dans le graphe avec le contexte. Donc recommande-moi des films euh, et, euh, et donne-moi le contexte de ces films. Euh, donc là, ça va nous donner la chose suivante. Eh bien, cette fois, euh, on va pouvoir avoir plus d'informations euh, et, euh, et notamment ce contexte des films avec les... voilà. Donc cette fois, on a 5 films. Willy Wonka, BFG, Alice in Wonderland, c'est vraiment des choses qui sont proches. Et puis, l'intelligence artificielle générative nous indique que ces films capturent des éléments de fantasy, d'aventure, etc., qui sont similaires. Voilà. Et je peux même fournir une réponse encore plus structurée. Avec cette fois, j'améliore ma requête en allant chercher euh, donc dans les contenus des messages, eh bien, je vais aller chercher également le contexte du film. Donc, ça me donnait une réponse structurée un peu plus importante. Euh, une fois qu'on termine ça, voilà. Vous voyez, ici, j'ai une collection de films, le titre, euh, le, avec le titre, le rating IMDb, le plot, euh, réalisateur, acteur, genre, etc. Voilà. Euh, ok, alors maintenant, allons regarder un petit peu ce que c'est que les embeddings. Donc ici, on a des embeddings de Tami 536. Ces embeddings, c'est donc le résumé du film, euh, compressé, capturé sous forme de vecteur. Euh, Ce vecteur, dans Neo4j, on a maintenant un index vectoriel. Et ça va nous permettre de rechercher encore plus efficacement. Donc, je crée un index vectoriel et on va voir que c'est un type différent de vecteur, voilà, type vector.
Et puis, donc, ça indique le dimension du vecteur 1536, comme dans la spécification OpenAI. Et la fonction de similarité pour les comparer, c'est cosine. Maintenant, je vais pouvoir chercher avec l'index vectoriel. Donc, au lieu d'avoir ma fonction GDS similarity, je vais plutôt utiliser cette fois un DB index vector query note. Donc, je vais utiliser l'index que j'ai créé, movie embeddings. Je vais chercher les 5 premiers résultats. Et donc, toujours pour ma question Charlie et la chocolaterie, je voudrais qu'on me ramène 5 films avec leur contexte, etc. Voilà. Alors, et ça nous donne effectivement donc Mathilda, les chroniques Spiderwick, Jumanji, etc. Voilà. Alors maintenant, on va aller un peu plus loin et on va se dire, ben, pour un utilisateur qui est critique de films, qui a noté des films, ce serait quoi les recommandations de films à lui effectuer et selon différentes stratégies? On sait déjà que les graphes permettent de créer des stratégies différentes de moteurs de recommandation, par exemple, recommandation par contenu. Donc, je cherche des films dans le même genre que les films que j'aime bien. Ou alors des recommandations par filtrage collaboratif. Je cherche des films euh, qui ont plu à des utilisateurs similaires. Voilà. Euh, Là, donc, dans ce cas-là, on va déjà définir qui est notre utilisateur. Donc, ça va être Joseph Chambers. Et Joseph Chambers, on va rechercher euh, déjà des films euh, voilà, qui ont été notés par cet utilisateur Chambers. Et puis, on va regarder son film préféré. D'accord. Ensuite, on va regarder les autres films et on va trouver les films dont les jaquettes sont les plus similaires. Euh, et là, ça va nous donner eh bien, une dizaine de films. Voilà. Donc, son film préféré à Joseph Chambers, c'est Pulp Fiction. Et voilà, il y a un certain nombre de films dont les jaquettes ressemblent fortement. On pourrait le vérifier de manière visuelle. Voilà. Euh, et de même, cette fois, on va rechercher des films dont la description, bon, on va utiliser l'embedding textuel cette fois, et on va aller chercher euh, les films qui sont proches par la description textuelle, par la description du synopsis. Voilà. Et cette fois, donc, Joseph Chambers a vraiment bien aimé Pulp Fiction, et il pourrait aussi, à 87%, selon le texte, aimer Fight Club. Voilà. Alors, maintenant, je vais essayer de trouver une similarité combinée et je vais définir un ratio qui est la similarité textuelle et la similarité d'image du poster. Donc, ce produit-là, ça me donne une similarité combinée. Quelle est la similarité combinée textuelle et image, jaquette de film, qui me permet de recommander à Joseph Chambers des films. Et alors, voilà, c'est une double stratégie. Et Joseph Chambers, ben, je pourrais lui recommander T-Men ou encore Kiss of Death, qui sont à la fois textuellement et au niveau du poster très proches. En tout cas, le produit est proche. On pourrait même terminer par une recommandation finale qui utilise à la fois donc, la similarité textuelle, la similarité d'image, mais aussi les acteurs qu'il y a en commun. Donc, je vais poser la question suivante, cette fois par rapport au film préféré de Joseph Chambers. Je voudrais donc le produit text similarity, poster similarity, d'accord? Et je voudrais aussi qu'il y ait des acteurs en commun dans les autres films. En particulier, je voudrais que le nombre d'acteurs en commun soit supérieur à 2. Qu'est-ce que ça va me donner? Cette fois-ci, ça va être, euh, on va avoir deux, trois films seulement qui vont sortir du lot. Et ça montre vraiment qu'on peut combiner une recherche dans le graphe. Donc, je suis allé chercher les acteurs en commun. Et je vois que Lucky Numbers et Basic sont
sont les films les plus proches de Pulp Fiction. Et on peut voir les acteurs en commun à chaque fois, John Travolta et Tim Roth, ou Samuel L. Jackson et John Travolta. Donc pour cet utilisateur, peut-être que John Travolta est le chaînon manquant, voilà, le fil conducteur. Voilà un petit peu. Puis ben, à la fin de notre démo, on peut supprimer notre index, faire un peu le ménage, et puis enlever notre custom function. Voilà pour la démo.